Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Sophie Peters sur Europe 1. Bonsoir et bienvenue à vous toutes et tous en cette veille de rentrée scolaire, surtout ce rythme scolaire qui imprime tellement notre calendrier qu'une fois adulte, on se sent pousser un cartable sur le dos en partant au bureau début septembre. Quels seront mes défis, se demande-t-on? Qui seront mes nouveaux collègues? Qu'est-ce qui m'attend cette année? Que vais-je devoir affronter? Et de se repasser alors le film de notre saison précédente. Qu'ai-je manqué, que je n'ai pas vu ou pas compris? Une source d'inquiétude qui noue l'estomac comme s'il ne dépendait que de nous, à l'image de l'élève, de réussir son année. Alors en cette veille de rentrée, je vous souhaite de lâcher un peu la pression, faire de la place à l'imprévu, car tous, nous le savons bien, nous fond de nous. L'issue de l'aventure n'est jamais certaine, pour autant que nous acceptions cette idée d'aventure, car il est des moments dans la vie où ce que l'on a engagé n'est pas rétribué par ce que l'on reçoit en retour. Un résultat par nature incertain. C'est cela qui fait la beauté de l'engagement, comme en amour d'ailleurs. Avancer, continuer le chemin, ne pas croire en une destination. C'est la démarche qui dure, le but n'étant que l'illusion du voyageur qui lui permet de marcher. Prenez donc les chemins escarpés juste parce qu'ils sont plus beaux et même s'ils sont plus difficiles. Toute la signification et l'apprentissage est dans le chemin. Alors ici, dans cette libre antenne, à l'aube de votre nouveau chemin, nous vous le souhaitons intense et sommes prêts à vous y accompagner. Corentin et Thomas sont à votre écoute au 39 21 et Fabrice Fougerouz règle l'antenne au son de vos voix. Vous pouvez aussi réagir en donnant votre avis par SMS au 7 39 21 précédé du mot nuit ou par mail europe1.fr ou sur la page Facebook de la libre antenne du week-end. Nous sommes heureux de ce moment privilégié avec vous. 39 21, je suis à votre écoute. Europe 1. Et on accueille tout de suite Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir Sophie, ravi de vous avoir ce soir. Alors moi aussi, parce que j'ai appris que vous êtes directeur d'école et qu'en cette veille de rentrée, vous vouliez intervenir à l'antenne pour rassurer tous les parents angoissés par la rentrée, parfois plus que leurs petits d'ailleurs. Alors déjà, je vous en remercie pour cette initiative. C'est très gentil, j'ai beaucoup aimé votre introduction comme d'habitude d'ailleurs Sophie, et c'est sympa d'avoir pensé à nous tous parce que ce soir c'est vrai que c'est une soirée particulière parce que j'espère que les plus jeunes sont déjà en train de dormir, chers parents, dont les plus âgés sont sûrement en train de regarder leur portable ou je ne sais trop quoi. Mais il y a aussi les parents qui sont, comme vous le disiez, angoissés, mais les professeurs ont le trac. Oui, c'est vrai. Et les directeurs d'école comme moi ont le trac aussi. Vous savez, à l'instar un peu un embarquement d'A380 à destination de Tokyo, le pilote, il est impatient, mais il a le trac. Et alors là où je veux rassurer tout le monde, comme les passagers d'un avion, le personnel navigant le sait, il y a toujours les angoissés de l'avion, tout ira bien. Oui. Tout se passera bien demain. Et moi, Sophie, j'ai la chance d'avoir un blog dans mon école. J'ai même écrit une petite lettre, moi, à mes élèves, pour leur dire, chers élèves, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Avec mon équipe, on vous attend avec impatience. Ton cartable est-il prêt? T'inquiète pas, tout se passera bien demain. On t'attend avec le sourire. Et tu sais que ton directeur sera ravi de te retrouver. Petit mot comme ça pour dédramatiser ce moment qui, comme vous le dites, Sophie, je pense angoisse plus les parents que les enfants. Et ce que j'aurais envie de dire aux mamans et aux papas, surtout pour les plus jeunes, je pense que vous ne me contradirez pas. Vous savez, l'enfant, il ressent l'angoisse de son parent. Oui, c'est juste. Et plus il sent maman inquiète et au bord des larmes, voire papa, parce que les pères ont aussi le droit d'avoir des émotions, eh bien l'enfant le ressent tellement qu'il est à son tour très mal. Et nous, ce qu'on a observé, surtout en élémentaire, c'est que plus maman et papa vont partir rapidement de la classe, plus ça se passera bien, parce qu'il y a un personnel, et je salue tous les professeurs ce soir de l'Hexagone et de l'étranger, il y a des professeurs tellement investis avec des assistantes maternelles qui remplace cet amour maternel, ce qui fait qu'il faut que les parents soient rassurés. Il y a vraiment, moi j'ai
la chance de travailler dans une école tout proche d'Europe 1. Il y a vraiment un personnel très investi, les profs, les assistants, les personnels communaux. Il faut que les gens soient rassurés, qu'ils rendent confiants. Oui. Moi, c'est vrai que j'aime bien aussi, personnellement, je trouve qu'une rentrée des classes, ça doit être un moment festif. C'est vrai, je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire Voilà, que les voyez, parents en puissent se France, parfois, réjouir. Sophie, on met un Oui. peu trop la pression trop jeune. Nos Oui, voisins c'est européens, vrai. je dirais, agissent avec un peu plus d'intelligence et de pragmatisme. Et nous, on met une pression. Moi, je sais que demain, ça va être grand sourire, même si je vais avoir mon beau blazer bleu et ma cravate. Comment allez-vous? Ça a été les vacances, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Vous savez, même notre rôle, Sophie, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, je console des mamans. Oui. Je leur dis, vous inquiétez pas, tout ira bien. Je vous appellerai tout à l'heure pour vous dire qu'ils pleurent plus. C'est tout bête. Vous savez, ce lien social, il est tellement important. Puis des parents heureux qui vont au boulot contents, ça fait un directeur et une équipe de profs et d'assistantes qui est heureux aussi. Oui, Donc, puis des enfants pour moi, qui sont c'est aussi essentiel. heureux. Ouais. Vous voyez, et vraiment, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent ce soir, parce que je suis un fidèle de l'émission et de Sophie, Merci. que tout ira bien demain. Ouais. C'est pour nous un super challenge. Moi, par exemple, ce soir, je vais avoir du mal à dormir et dès demain matin à 5h30, je serai dans les starting blocks prêts à partir pour l'école. Et puis, ça va être un gros moment et les profs l'ont préparé avec beaucoup d'attention. Et on est tous très attentifs ces jours de rentrée. Je vous dis, à l'instar, j'aime bien les métaphores aéronautiques, de ce décollage d'avion qui, vous le savez, en aéronautique, est le moment le plus délicat. Exactement. Et il y a finalement toute cette excitation. Vous parlez d'inquiétude, mais il y a également l'excitation d'un renouveau, de quelque chose qui redémarre, comme vous dites très bien, d'un décollage et donc d'une aventure en tant que telle que vous maîtrisez parce que vous la connaissez et dont vous pouvez faire part, un peu comme le commandant de bord de l'avion, de cette maîtrise pour assurer les passagers du vol. Voilà. Et ça, et je passe, vous savez, moi, je pense que je suis pas seul à le faire. Moi, je passe dans les classes pour saluer tous les élèves tout de suite après la rentrée, en espérant qu'ils ont passé de bonnes vacances. On plaisante, on est positif. Moi, vous savez, Sophie, je suis résolument pour une pédagogie positive. Vous êtes bien placée pour savoir que l'estime de soi, c'est essentiel pour un enfant. Donc, renvoyer une belle image, rester positif. Ne pas se sentir humilié, et ne pas se sentir humilié ou honteux. Jamais. Par ce qui leur arrive, surtout si petit. Et surtout, qui est-on, Sophie, pour juger un enfant de 3, 4, 5, 6 ans à un instant T? C'est vrai. Laissons-lui le temps de grandir. Et moi, j'ai eu la chance, quand je travaille dans les lycées français de l'étranger, d'ailleurs, je salue tous ceux qui nous écoutent, puisqu'on nous écoute depuis l'étranger grâce à Internet. Et vous savez qu'il y a 500 écoles françaises dans le monde. C'est le plus beau réseau international, celui de l'AEFE. J'avais découvert des enfants pour lesquels, Sophie, je me faisais du souci, parce que je me disais, mince, le pauvre gosse, ça a l'air difficile et tout. Et je voyais ensuite ces jeunes réussir leur bac quand ils étaient dans le lycée français. Puis après, ils m'écrivaient des mails et je voyais qu'ils réussissaient pleinement. On se fait trop de soucis. Comme vous dites, prenons un peu de distance, faisons confiance, tout ira bien. Si on est bienveillant, moi je crois que c'est déjà une belle part de la réussite scolaire des enfants. Et il faut que les parents, ils nous fassent confiance. Qu'ils nous fassent confiance. C'est notre métier, c'est notre cœur de cible. Moi personnellement, ça fait bientôt 37 ans que je suis dans la profession et je l'aime comme au premier jour. Donc voilà, demain je serai aussi joyeux que mes petits élèves, aussi motivé et avec le même trac. Et la même passion. Oui, et je trouve très juste quand vous parlez de gaieté, que même ça puisse être une fête dans cette aventure de cette nouvelle année, de parler avec l'enfant pour dire alors, on va tous raconter demain soir, ça va être une grande journée, tu vas découvrir plein de choses nouvelles, parce que finalement c'est comme les voyages, je reprends votre métaphore de l'avion, c'est aussi la découverte, ce chemin, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que je vais vivre, et tout ça plutôt qu'être une source d'inquiétude, peut-être une source d'excitation et de gaieté en fait, à la perspective d'un nouvel enrichissement. De challenge positif. Et j'ai été très touché. Je tiens à remercier Corentin qui est toujours complimenté, et je le complimente à mon tour. Il a beaucoup aimé la petite lettre que j'ai écrite à mes élèves et il s'est retrouvé, lui, enfant, en se disant, dis donc, c'est sympa si les gamins ont déjà une petite lettre sur Internet de leur directeur pour leur dire tout va bien.
c'est déjà une rentrée en partie réussie. Et puis vous êtes en train de leur dire, on se réjouit, on vous attend, on vous accueille, on est là pour vous. C'est très important parce qu'ils se sentent eux-mêmes très importants et très investis. Oui, c'est important de valoriser ces jeunes enfants et avoir un regard, moi j'aime bien dire, un regard bienveillant, une discipline bienveillante avec beaucoup de positivisme. Ça manque parfois un peu dans notre cher pays. Finalement, c'est la bienveillance, c'est quoi? C'est le non-jugement, hein, c'est d'accueillir chaque enfant comme étant un enfant unique en son genre, et donc sans le juger, sans l'enfermer dans des cases. C'est ça la bienveillance. Et vous savez, Sophie, ça m'est arrivé plusieurs fois de penser à vous, parce que j'aime bien votre émission et ainsi que Caroline Dublanche. Vous savez que la société a beaucoup changé, et l'école a changé. Dans les années 80, le cœur de cible, c'était les enfants. Maintenant, notre métier a changé. Il faut qu'on pense aussi aux angoisses métaphysiques de nos parents, parce qu'ils sont parfois dans des postures assez compliquées et on n'a pas forcément les outils que vous avez, Sophie. Oui, les postures de vie, vous voulez dire, c'est que vous avez affaire à des parents avec des vies très chahutées. Voilà. Dont vous vous occupez des enfants, oui. Et on est, nous, aux premières loges de toutes ces angoisses. C'est vrai. Donc, toutes, je dirais, les difficultés qu'ils rencontrent, l'école et l'école primaire en particulier, et je dirais le premier interlocuteur, et il faut faire montre parfois, je dirais, d'une philosophie, patience et psychologie implicite pour pouvoir apaiser, écouter et encaisser. Parce que parfois, il faut encaisser des drôles de trucs, et ça fait partie du métier, mais c'est ce qui fait, je trouve, le métier passionnant. L'enfant, puis ses parents, toile de fond, parce que c'est intimement lié. Et l'école, c'est une trilogie. C'est parents, enfants, enseignants. Et une relation de confiance, d'écoute, le lien. C'est tout ça. Justement, il y a une auditrice là qui réagit à vos propos, Christophe, qui dit « Moi, je suis d'accord avec ce directeur. C'est l'éducation des parents qu'il faut refaire. Je suis retraitée. Lorsque j'étais enfant, la préparation de la rentrée était une fête, préparée en famille avec beaucoup de fierté, sans inquiétude des parents. » Tout à fait. Donc il y a effectivement quelque chose qui a bougé dans cette société, c'est cette inquiétude des parents. Alors même, j'allais dire des grands-parents, parce qu'il y a Lucie qui écrit « Je suis une grand-mère stressée. Mon petit-fils âgé de 16 ans ne fera pas sa rentrée demain. Il n'a pas reçu son affectation, donc pas de rentrée. » Alors là, c'est aussi la complication. Oui, ça c'est encore... C'est autre chose. Je peux comprendre cette mamie, effectivement. Oui, la complexité après dans les études supérieures pour les affectations post-bac, effectivement, c'est encore un autre casse-tête. Un autre challenge. Et comment, Christophe, vous, en tant que directeur d'école et puis vos équipes, justement, vous vous êtes petit à petit approprié ce rôle d'écoute des parents, d'accueil des parents? Alors, je dirais que, moi, j'ai la chance d'être directeur depuis 28 ans. J'ai vu, si vous voulez, Sophie, en 30 ans, l'évolution de la société. Et comment je me suis approprié les choses, je dirais que par la force des choses, parce que j'ai senti que nous étions, au fil des années, de plus en plus sollicités. Ça va même jusqu'à, et je pense que des collègues se reconnaîtront, des couples qui sont en séparation règlent leur compte devant eux, ont besoin d'une écoute attentive. Donc, on se retrouve de fait obligé d'avoir un rôle différent. Alors, certains ne le font peut-être pas, mais moi, je trouve on doit être un partenaire essentiel. Et les enfants aussi se confient. Je vais être franc avec vous, c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans ce métier. Je trouve que la société est devenue assez complexe. Et quand le terrain d'une école, a fortiori primaire, peut être un lieu d'échange avec un directeur, un prof, c'est quand même essentiel. Et ce que j'ai surtout remarqué, c'est que plus on communique avec l'adulte, avec le parent, et plus la relation avec l'enfant va être positive. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce lien se fasse toujours dans une dynamique positive, et il faut prendre le temps d'écouter. Oui, pour pas que de la même façon qu'un enfant peut diviser deux parents, pour pas que l'enfant divise l'école et les parents finalement. Tout à fait. Et désamorcer, vous savez, moi je suis un directeur de terrain et je suis toujours à l'entrée de mon école le matin. Je me revois en fin d'année un papa très énervé après une instit il y avait eu un gros malentendu.
Et comme il était très énervé, j'ai essayé de trouver les mots que parfois vous utilisez, Sophie, parce que j'aime tellement comment vous parlez aux auditeurs. Je lui avais dit, vous savez, monsieur, je vous comprends, vous parlez avec votre cœur de papa, ça c'est tout à votre honneur, mais tout ça n'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est la fin de l'année, vous voyez. Arriver à philosopher, dédramatiser, rassurer, comprendre, entendre, et puis dire à la fin, faites-nous confiance, faites-moi confiance, tout ira bien. Oui. Oui, vous créez de la sécurité, du coup. C'est J'essaie, ça que j'entends. j'essaie avec beaucoup Vous créez de la d'humilité, sécurité parce à que des parents insécures. Presque plus que stressés, il est question aussi d'insécurité. oui, Mm. tout à fait. Donc on a tous demain, alors tous mes petits collègues, professeurs, directeurs, directrices que je salue ce soir, je sais qu'ils sont comme moi, avec ce trac, cette envie de décoller rapidement et d'être en vol de croisière à destination d'une fin d'année scolaire. Et puis avec surtout l'envie que les passagers passent un bon vol, que ce soit le personnel navigant commercial comme les passagers. Je pense aux Et que les nouveaux... prestations Oui. soient surtout de qualité, Alors, sans grosses turbulences. ouais. Alors, je pense aux nouveaux professeurs des écoles aussi qui font leur rentrée, à des jeunes Ah oui. diplômés. Vous allez en accueillir Oui, je vais en demain? accueillir. Ouais. Alors là, je crois que ce qui est essentiel, et c'est ce qui se passe avec la formidable équipe que j'ai, c'est qu'il faut qu'on encadre ces jeunes collègues. Il faut qu'on soit, alors là, pour le coup, extrêmement bienveillant. Et je tiens à dire aux parents, il y a une solidarité chez les profs qui est exceptionnelle. C'est-à-dire que, vraiment, dans la plupart des cas, les jeunes sont pris en charge. On les conseille, on leur donne des pistes. Vous voyez, on leur donne des petites recettes. On échange des choses pour qu'ils puissent vraiment avoir le pied à l'étrier. Et moi, en tant que directeur, je sais que je passe régulièrement pour savoir si tout va bien. N'hésite pas à me solliciter si tu as un problème. Vous voyez, ce sentiment de ne pas être isolé parce que c'est pour eux un super challenge. Eh oui, la première sûr. fois d'être devant des élèves. Et vous savez, je me permets de glisser quelque chose au passage qui est important peut-être pour tous ces jeunes profs. Moi qui étais avant aussi un maître de CM2, j'ai toujours eu cette philosophie-là, c'est-à-dire qu'il faut d'abord instaurer un cadre extrêmement strict, mais pas pour le cadre lui-même. Oui, pas pour la sévérité du cadre, non, vous voulez dire. Parce qu'à l'intérieur de ce cadre, et moi c'est ma philosophie d'école. Oui, la liberté. Moi j'aime le cadre et j'aime l'ordre, l'organisation, parce que j'ai vécu 20 ans dans les pays anglo-saxons, donc je suis malheureusement déformé. Mais à l'intérieur de ce cadre, on y met quoi? On y met de la fantaisie, de la gentillesse, liberté, de l'humour, de l'amour, de l'écoute. Sinon, ça sert à rien, le cadre. Mais au moins, l'enfant, il sait que, oui, avec le directeur, tout peut très bien aller, mais il faut respecter les règles. Oui, c'est et très je crois qu'un prof, d'ailleurs. la première étape, il met son cadre, et une fois que ce cadre est bien compris de tous, il va pouvoir un peu faire de la fantaisie, parce que enseigner, c'est une pièce de théâtre, Sophie. Un prof, il ne plaît pas assis sur une chaise à attendre que ça se passe. Il vit son enseignement. On enseigne tel qu'on est. Moi, vous savez, ça me fait rire les gens qui disent oui, il n'existe qu'une pédagogie, mais il en existe 1001 pédagogies parce que vous êtes ce que vous enseignez. Donc, on respecte le programme, mais on enseigne tel qu'on est. On l'enseigne avec son cœur, avec sa philosophie propre. Vous voyez, il y a plein de choses. Donc, les jeunes profs, ne soyez pas isolés. Rapprochez-vous de vos collègues qui sont forcément bienveillants et votre chef d'établissement. N'ayez pas peur des parents. N'ayez pas peur de vos élèves. Et puis surtout, pensez bien que là, je dirais la règle numéro 1, je cadre mon groupe classe et une fois que c'est cadré, alors là, je peux m'embarquer vers l'enseignement de qualité avec fantaisie, humour, gentillesse, relations positives. Alors, il y a un auditeur qui dit ça s'appelle la transmission intelligente. C'est le rappel en douceur des droits et des devoirs. C'est super. Et puis, l'auditrice qui dit je félicite la bienveillance et le professionnalisme de ce directeur d'école. On n'en trouve plus beaucoup des comme ça. Et des comme ça qui se soucient des enfants avant même qu'il les ait dans son établissement. Alors, par contre, et là, il y a un de vos collègues ou une de vos collègues qui réagit, super discours collègue. J'ai à peu près tenu le même il y a quelques années et malgré tout, j'ai subi un harcèlement et aucun soutien de la hiérarchie, donc dépression. Parce qu'il y a aussi énormément de dépression dans votre métier. Je peux vous confier quelque chose? J'ai vécu très récemment une situation analogue
Et c'est vrai ce que dit le collègue. On a parfois un isolement. Et là, ce qui m'a fait tenir, mais ça marche pas partout, c'est que j'ai une équipe de profs avec laquelle, si vous voulez, il y a une ambiance tellement familiale. Mais je reconnais que ce que dit le collègue, c'est malheureusement ce que nous vivons. Et parfois, ça entraîne vraiment la nécessité d'avoir ce qu'on appelle une béquille, parce que sinon on s'effondre. Donc il a tout à fait raison. Et je l'ai vécu également, malheureusement. Et vous voyez, malgré ça, je me dis, allez hop, tout ça, c'est un passage difficile, mais il faut rebondir. Sinon, Oui, avoir ces convictions, celles que vous développez. Alors, il y a Sarah qui voudrait entrer en communication avec vous à l'antenne. Oui. Bonsoir Sarah, vous êtes là ? Oui. Oui, alors Sarah, vous êtes très touchée par le discours de Christophe et vous vouliez justement parler, vous, de ce que ça évoque comme souvenir, cette rentrée scolaire. Oui. Je suis plus que touchée. Oui. Je suis très émue. Oui. Presque jusqu'aux larmes. Mm-hmm. Parce que, comme Christophe parlait des pays anglo-saxons, je suis d'un pays très lointain, l'Australie, où j'ai fait toutes mes études et où j'ai enseigné la géographie et le français en collège. Et là-bas, la rentrée, c'était la fête. Et ici, aujourd'hui, je suis grand-mère. Enfin, je vis en France, oui, depuis 50 ans. Oui. J'ai épousé un Français. Nous avons eu 3 enfants. Et j'ai suivi leur scolarité en France. Et j'ai passé des moments assez difficiles parce qu'il y avait des choses que je trouvais que je ne comprenais pas du tout. Et maintenant, j'ai des petits-enfants, dont l'aîné qui a 11 ans va rentrer en 6e demain. Et je voudrais dire que le discours de Christophe m'a rassurée parce que quand on écoute les médias, que ce soit la... Bon, bref, je vais être un peu trop long. On parle de stress, on parle de choses qui me choquent. Et Sarah, que je peux vous interrompre. Déjà, merci pour ce gentil témoignage. Et puis, je connais votre pays et j'ai connu beaucoup d'Australiens dans mon parcours à l'étranger. Vraiment ? Vous savez ce que je regrette, Sarah, Sophie, justement un message pour Monsieur le ministre. Si on prenait, au lieu de se torturer l'esprit, tout simplement exemple sur nos amis anglo-saxons, moi qui ai eu la chance de vivre dans ces pays, de voir en qu'est-ce qu'il faudrait retenir, Christophe ? Qu'est-ce qui serait important si vous nous citiez deux éléments essentiels dont on pourrait s'inspirer ? Alors, écoutez, moi j'ai eu la chance d'habiter longtemps en Allemagne et aux États-Unis. Les États-Unis, je pense, se rapprochent philosophiquement de l'Australie en termes d'engagement professionnel sur l'enseignement. Alors, je vais vous dire, moi, ce qui me choque maintenant que je suis un peu décalé par rapport à la France, je trouve qu'on est beaucoup trop ambitieux, trop tôt, avec un stress dès l'âge de 6 ans, absolument extraordinaire. Là où nos amis anglo-saxons ont la même ambition, mais avec beaucoup plus, je dirais, de pragmatisme, pas mise au même endroit. Voilà. Si j'ose dire, Sarah. Il faudrait dédramatiser. Oui. Dédramatiser la réussite surtout, en fait. Dédramatiser la performance. L'école. Oui. On met la pression sur les parents, mais il y a la pression de tous les côtés. Et maintenant que je suis grand-mère, je ne le vis pas directement, mais j'entends tout et je vis tout à travers ces jeunes enfants. Il y a des jumeaux de 8 ans. On est en plein dedans. Et vous ne croyez pas, Sophie et Sarah, qu'il y a une réflexion philosophique à avoir parce que, regardez, dans les pays anglo-saxons ou l'Allemagne, on est beaucoup plus soft à l'école primaire et à l'école tout court. Oui. On a moins d'exigences, on est plus positif, on s'angoisse moins pour une mauvaise note. On a l'impression, je dirais, que les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes, entre guillemets.
Chez nous, ils sont vissés quelque chose de pas croyable et c'est resté bien ancré dans la philosophie. Absolument. Et quand on devient adulte, je suis désolé, mais malheureusement pour mon pauvre pays, l'image des Français dans le monde, c'est l'indiscipline, c'est le non-respect des règles. Et un anglo-saxon, quand il devient adulte, il a, grâce à l'école, je dirais, appris tous les repères fondamentaux du lien social, de l'écoute des autres. C'est là où l'école, à mon avis, française, doit apprendre et non pas inventer des choses nouvelles, mais tout simplement prendre modèle sur nos amis australiens, américains, anglo-saxons, allemands. Et au nouveau ministre, j'ai presque envie de lui dire, oui. Appelez-moi, rapprochons-nous de nos voisins européens et regardons ce qui se fait. Ouais. On va aller le voir ensemble. On va le voir ensemble, on lui lance ce message ce soir. Oui. En fait, vous voulez dire moins de rigidité. C'est qu'il y a beaucoup de... Le système, c'est pas tant une histoire de cadre, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Christophe, parce que le cadre, évidemment, c'est comme un tuteur, ça aide à grandir. Mais si c'est trop rigide, c'est-à-dire que si le cadre met trop de rigidité, il n'y a plus de fantaisie, d'invention, et du coup, ça empêche l'autonomie plus tard. C'est que ça n'apprend pas l'autonomie, ça apprend l'obéissance. Et aussi, c'est pas la même chose. Ouais. Si j'ai encore le temps, j'ai vécu il y a une trentaine d'années le premier mouvement pour les rythmes scolaires. Ouais. Ça fait que mon fils est né à 46 ans. Et à 40 ans, on parlait déjà des rythmes scolaires, de l'école du samedi matin. Je n'en peux plus. Et je ne comprends pas le système français qui n'arrive pas à avancer, qui fait d'énormes réformes. Il y a sans arrêt des réformes. On n'arrête pas. Mais Sarah, est-ce que ça va mieux? Sarah, vous qui êtes australienne, vous le savez, ce qu'on dit à l'étranger. Mais les Français, voyons Sarah, savent tout mieux que les autres. Ah, bien sûr. Il y a 200 pays dans le monde. Non, nous, évidemment, la pédagogie, il n'y a que nous qui la maîtrisons, mais alors d'une façon magistrale. Et tout ce que font les autres, alors là... Oui. C'est ce manque d'humilité à la française, mais vraiment, il y aurait beaucoup à dire sur ce changement et ces changements dans l'école française. En tout cas, merci beaucoup, Sarah, d'être intervenue ce soir avec. Merci de m'avoir accepté. Et j'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais ça ne sera pas possible ce soir. Mais merci infiniment parce que j'avais ça sur le cœur et je suis trop contente d'avoir enfin eu quelqu'un à dire ce que je ressens si fort. Merci Christophe. Merci Sarah. Merci à vous. D'ailleurs, j'en profite pour dire s'il y a des parents angoissés ce soir pour la rentrée scolaire de leur chère tête blonde, Christophe est là, il est au taquet, donc je ne vais pas vous garder avec moi toute la soirée, Christophe, mais on sait qu'on peut compter sur vous pour rassurer les parents. Je vous remercie, Christophe, d'être intervenu fort à propos. Et alors, au nom de toute l'équipe de la Libre Antenne, on vous souhaite une belle rentrée demain. Adorable. Et une belle année, puisque c'est l'année qui débute pour vous. Donc une belle aventure, un bon vol. Je vous souhaite un bon vol, Christophe. À mi-parcours du vol, sans trop de turbulences, je vous passerai un petit coup de fil pour vous donner des nouvelles. C'est une très bonne idée, avec grand plaisir. À bientôt, Sophie. À bientôt. Bonne rentrée. Au revoir, Christophe. Au revoir. Alors Christophe, si vous nous écoutez toujours, j'imagine que vous n'êtes pas tout de suite parti vous coucher, bien que l'heure tourne, donc il faudrait être en forme demain matin. Mais il y a Lynn qui dit « Lancez une pétition sur change.org, on vous suivra en masse pour faire appliquer vos propositions si nécessaire. » Voilà, vous avez des adeptes ce soir. Et puis Marc qui vous dit « Christophe, bravo pour votre témoignage, on demande aux enfants de faire toujours plus. En France, on veut que le lendemain soit fait avant l'avant-veille. Regardons notre apprentissage des langues. » Et puis encore un autre message, je trouve qu'on met beaucoup de pression sur les enfants, dit un autre auditeur, les lois qui changent tout le temps. Il faut laisser les enfants vivre leur vie d'un enfant, c'est très important pour leur développement. Merci monsieur le directeur. Eh bien, encore une fois, bonne rentrée à vous Christophe. Et puis on accueille tout de suite Hélène. Bonsoir Hélène. Bonsoir Sophie. Ah, c'est Elena, pardonnez-moi. Elena. Non, c'est pareil, c'est pas grave. Non, c'est pas tout à fait pareil quand même. Donc Elena, parce que je crois
Corentin m'a dit vous êtes professeur d'espagnol, c'est ça? Voilà. Bon, mais je crois que vous nous appelez pas pour la rentrée, mais enfin le clin d'œil était amusant parce que non. Je voulais quand même un petit peu revenir sur le témoignage de Christophe très bien, allez-y. Oui. Qui les deux avaient l'air de dire qu'il n'y avait pas forcément de réforme ou qu'il y en avait trop, etc. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est heureusement qu'il y a des réformes, sinon on enseignerait encore comme il y a 40 ans. Et au niveau des notes, justement, tout est réformé. On va vers un système sans notes, avec un système de smiley, et c'est très lent à mettre en place, non seulement parce que les professeurs, nous, on est assez réticents, parce que ça nous change quand même notre quotidien, même si moi, ça fait pas longtemps que je suis prof. Mais voilà, on tend à enlever de la pression aux élèves, effectivement. D'accord. Voilà, à ce niveau-là, au moins des notes. Et vous êtes prof d'espagnol en France, donc? Oui. Dans quelle région? Je suis revenue en Bourgogne. Avant, en Bourgogne. D'accord. Oui. Mais vous êtes espagnol d'origine? Non. Pas du tout. Non, j'ai vécu 8 ans en Espagne. 8 ans en Espagne. D'accord. Ouais. Ça m'a permis d'apprendre la langue. D'apprendre la langue. Donc, vous faites votre entrée demain en Bourgogne, au collège, donc? Voilà. Ce ne sera pas demain, ce sera mardi. Ce sera mardi. Ah, voilà, c'est pour ça que vous pouvez veiller tard ce soir. Exactement. Je vous taquine. Donc, vous vouliez nous parler d'amour, je crois, Hélène, en fait. Voilà. Je vais être un peu plus égoïste et parler de un sujet éminemment aussi important que l'éducation. C'est quand même notre vie, l'amour. Bien sûr, ça nous transporte. Bien sûr. Donc oui, en fait, je vais commencer un peu mon histoire il y a très longtemps. Je me suis mariée assez jeune et j'ai divorcé en 2014. Donc j'étais en Espagne à ce moment-là et je suis revenue en France. Ensuite, j'ai eu une relation de 2 ans, avec un homme qui était très pervers avec moi. Bon, de ces 2 relations, je suis, on va dire, soignée, ça va très bien. J'ai pas de séquelles. Mais donc depuis, en fait, il faut savoir que je suis une personne assez sociable, mais j'aime pas forcément sortir. Donc, j'ai eu recours à tous ces sites qu'on connaît tous pour rencontrer des hommes, des garçons. Et depuis, ça fait 2 ans que j'essuie des gros revers, que c'est des relations qui n'aboutissent pas et que je remarque que c'est des garçons plutôt méchants avec moi, en fait, qui m'attirent. Et récemment, j'ai connu un garçon, toujours par ces réseaux-là, mais celui-ci me rejette absolument pas. Et je me rends compte, en fait, que je suis pas attirée par lui à cause de ça. Enfin, à cause de ça. Il m'attire physiquement. Oui, il est gentil avec moi, mais du coup, j'en viens à la conclusion qu'il n'y a que les garçons qui me rejettent, qui m'attirent, et ça me fait souffrir, quoi, en fait. Je sais pas quoi faire. Je sais plus quoi faire. Et Léna, quel serait le bénéfice, comme on dit en psy secondaire, d'être avec ces hommes qui vous rejettent, de valider le rejet que vous avez de vous-même, par exemple? Ah ouais. Vous avez du mal à vous aimer? Sûrement. Oui. Je pense qu'il y a des... Ouais. Alors, un homme qui vous aime ou qui est gentil avec vous, vous dites non, lui, il a tort. Finalement, oui, c'est vrai que si le message, envers moi, c'est celui-là. Ouais. C'est celui-là, j'ai l'impression, le message que vous renvoyez. Hein. L'autre est notre miroir et surtout en amour. Donc, allez chercher des hommes, comme vous dites, entre guillemets, méchants avec vous. C'est la méchanceté que vous donnez. Alors, vous êtes un peu déboussolé par celui qui est gentil. Et justement, ce soir, je l'ai vu ce week-end et c'est super bien passé, on s'entend super bien. Oui. Et je lui ai envoyé un message pour lui dire que je ne ressentais pas grand-chose de l'amitié, que je m'entendais super bien avec lui. Et à lui envoyer ça, j'ai stressé à me dire, est-ce que je ne fais pas une bêtise? Je me sens mal, quoi. Je me sens mal de lui dire ça. Mais vous ne vous sentez pas amoureuse en même temps, Elena? C'est ça que vous dites? Oui, c'est ça le problème. Ou c'est plus complexe que ça? Ça va au-delà de tout ça. J'ai vraiment du mal et je me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille voir un psychologue? C'est une bonne idée. Faire quelque chose, un bon travail, parce que je ne sais pas si ça vient de mes parents, parce que je vous écoute depuis que j'ai 13 ans. Oui, depuis 13 ans, j'ai 13 ans, c'est génial. Donc je me rends compte qu'il y a peut-être quelque chose qui a à voir avec mes parents. Sûrement, d'ailleurs, j'en suis sûre, il faut creuser beaucoup plus loin. Et l'image que j'ai de moi-même, comme vous venez de le dire, ça c'est sûr, je ne m'aime pas. C'est pas facile de s'aimer, on va dire ça comme ça. Il y a des jours avec et des jours sans. Oui. Mais vous avez du mal à être bienveillante envers vous-même. Vous êtes dure envers vous-même. Vous jugez durement. Oui. Je suis hyper exigeante envers moi-même. Envers les autres, pas forcément. Oui. Mais oui, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est-à-dire quoi? Vous avez un petit tyran à l'intérieur de vous qui vous dit que vous n'êtes jamais assez bien ceci, pas assez cela? Ouais, c'est sûr.
c'est ça. Et donc, quand vous rencontrez un homme qui vous dit que vous êtes effectivement pas ceci, pas cela, vous avez tendance à penser qu'il a raison? Bah oui, à me remettre en cause. À vouloir, je suis dans ce sens-là, je suis hyper malléable en fait. Et je vais changer quoi pour lui. Je devrais pas parce qu'il faut pas changer les gens et on les change pas. Mais c'est vrai que quand j'y pense maintenant, par exemple l'image que mon père a de moi, quand j'amène un de mes copains à la maison, ou quand je parle de mon copain, bref, lui il pense que moi je suis une tyran avec lui. Parce que quand je me comporte à la maison, c'est pas du tout comme je me comporte avec eux en fait. Alors que je suis toute douce et toute gentille avec mes copains en général, et on me reproche souvent d'être trop gentille, justement. Alors que dans le cercle familial, j'ai vachement de caractère. Et donc votre père fait quelle observation du coup? Il dit quoi? De tout ça. Mon père, il est assez, on va dire, rustre, lui. Il juge pas. Enfin, quand l'histoire est terminée, il la juge après, mais. Il dit quoi de vous? Il dit quoi de vous? Moi. Oui. Quelle image vous pensez avoir? J'ai de mon père. J'ai toujours tendance à dire que dans ma famille, c'est une phallocratie. Donc, nous les filles, on est faibles, etc., etc. Mais après, je sais qu'il est fier de moi quand même, de mon parcours. Que je suis devenue prof il y a pas longtemps, parce que j'ai fait plein de choses dans ma vie, mais je sais pas trop. C'était un papa très exigeant avec vous, assez dur. Vous étiez jamais assez bien pour lui. De quelle façon il vous a aimé, ce père-là? C'est plutôt un père qui n'exprimait pas, en fait. Je sais qu'il m'aimait, mais il l'exprimait jamais. Il l'a jamais exprimé. Avec ma mère, il est assez dur. Il est dur. Ah d'accord. Ouais. Ouais, oui. Il est critique avec votre maman. Ah, il lui parle mal. De temps en temps, c'est ouais, mais les deux, hein, c'est deux ensemble qui se chamaillent, quoi. Mais je trouve qu'ils se parlent mal de temps en temps. Je me dis, donc c'est un peu l'image que vous avez eue, enfant et jeune fille, du couple et de l'amour. C'est-à-dire s'aimer, c'est mal se parler et être dur avec l'autre. En tout cas, c'est ce qu'a compris la petite fille. Moi, je le ferai jamais, mal parler à celui que j'aime. Je pourrais jamais. Mais vous acceptez qu'un homme que vous aimez vous parle mal? Mais parce que ma mère répond pas. Ah, votre mère répondait pas. Non, maintenant si. Un petit peu oui et non. Non, ma mère dit jamais ce qu'elle a sur le cœur, donc comme ça. Bref. Et vous aussi? Je le disais pas trop. Je pense que mon premier mariage a raté un peu à cause de ça, parce que ni moi ni lui ne disions ce qu'on avait sur le cœur. J'essaie un peu plus de le faire, mais c'est vrai que j'ai du mal à déplaire en fait. Ouais. J'ai du mal à me dire, si je lui dis ça va pas lui plaire, et puis. Donc vous faites beaucoup d'efforts pour correspondre à l'autre. Peut-être. Exactement. D'accord. Est-ce que dans la relation que vous vivez actuellement avec cet homme, vous êtes étonné de ne pas avoir à faire d'efforts et de plaire tel que vous êtes? Est-ce que c'est ça qui vous déstabilise? Oui, c'est ça. Du coup, c'est moins intéressant. Oui, mais du coup, c'est un peu moins fort, on va dire. Oui, pour vous. Exactement. Ouais. Et pourquoi Parce que je suis pas la seule. Je suis sûre que je suis pas la seule. Bien sûr, vous n'êtes pas la seule. On arrive à ça. Est-ce qu'on a envie de se faire mal? Est-ce qu'on aime ça? Je sais pas. Il y a quelque chose de l'exigence du père. Et donc un homme exigeant, ce serait un homme qui, alors en faisant vraiment un raccourci, qui vous veut du bien. C'est-à-dire que si le père est très exigeant, un peu dur, et que vous l'avez vu exigeant ou dans le reproche avec votre mère, vous avez pu penser que c'était peut-être un exemple à suivre et que ce serait bon pour vous d'avoir un homme comme ça dans votre vie. Mais en le vivant, c'est encore autre chose. Et là, vous en avez souffert. Ouais. Oui, non, totalement. Totalement. Il y a un auditeur qui dit par SMS: apprenez à vous aimer d'abord pour mieux comprendre pourquoi un homme gentil peut vous aimer. Mais mais c'est ça la base. Je le conseille souvent à des amis, mais aime-toi avant d'aimer les autres. Mais c'est sûr. Et moi, j'arrive pas à m'appliquer. J'ai toujours de très bons conseils pour mes amis, mais alors, moi, je suis lucide un petit peu sur ce qui m'arrive, un petit peu, pas totalement, je pense, mais je donne de bons conseils. Mais alors, quand c'est pour moi, j'arrive pas. Et j'explique souvent à mes amis, là, tu es dans un cercle, tu répètes ton cercle, il faut vraiment que tu fasses un pas à l'extérieur de ton cercle. Et moi, j'arrive même pas à faire ce pas-là. Et une fois que je serai sortie du cercle, j'avancerai droit. Ouais. C'est très difficile de se voir soi-même. On est souvent beaucoup plus lucide sur les autres que sur soi, parce qu'on se voit soi dans le regard de l'autre. Donc, on a besoin de l'autre pour se découvrir. Tout seul, sinon, on est sur son nombril.
Donc, c'est très difficile d'avancer simplement dans un entre-soi. Mais vous avez peut-être des amis qui jouent avec vous le rôle que vous jouez avec elles. Ah oui, D'accord. Mélanie, si elle m'écoute. D'accord. Et elles, qu'est-ce qu'elles en disent? Quels sont leurs conseils? Qu'est-ce qu'elles voient de vous qui pourrait vous éclairer? En fait, sur cette histoire-là qui est en train de m'arriver, ce qu'elle en dit, c'est que si j'ai pas le petit déclic, c'est que je suis pas amoureuse, c'est qu'il faut que je passe à autre chose, c'est qu'il me convient pas. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui pourrait me convenir, mais que moi je me mets une barrière, quoi. Alors là, c'est certainement vous qui avez raison, Elena. C'est voir au-delà de l'apparence. C'est-à-dire que vous comprenez que cet homme vous propose, en étant qui il est dans la relation, quelque chose de très nouveau pour vous, mais qui vous est très difficile. Alors, vous savez plus si c'est de l'amour, parce que c'est moins évident. Oui. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ouais, et du coup, ça me fait peur. Du coup, c'est plus ma zone de confort, parce que ma zone de confort, c'est de me faire, entre parenthèses, maltraiter. Oui. Et du coup, je sais pas. Et du coup, je me dis, mais en fait, est-ce que je préférerais pas finir ma vie toute seule, en fait? J'en reviens pas. Déjà, à 33 ans. Je vais loin. Ouais. Je vais hyper loin. Ouais. Non, mais vraiment, ça me tracasse, quoi. Ouais. Si vous essayez de moins contrôler, d'être un peu dans la confiance. Dans confiance, il y a se fier à l'autre. Ouais, c'est vrai. Dans confiance, c'est donner une part à l'autre. C'est vrai, vous ne savez pas, vous ne maîtrisez pas tout, mais de faire confiance à cet homme pour qu'il vous guide là où vous ne savez pas aller. C'est aussi ça une relation d'amour. Bien sûr, il y a la passion, il y a l'attirance, il y a toute la surface. Mais vraiment, à l'intérieur, profondément, il y a de la confiance. Je vais essayer de lui faire confiance. Ouais. Et je vais essayer de passer l'année en confiance aussi. Si vous voulez, on continue à échanger autour de ce sujet de la confiance, Elena, juste après les informations. On vous retrouve dans quelques minutes. À tout de suite, Elena. Il est minuit. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Sophie Peters sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct. J'espère pour ceux qui ont école demain qu'ils sont au lit, comme dirait Christophe, le directeur d'école que nous avons eu tout à l'heure, et même que Christophe a éteint sa radio et est prêt à se coucher. Allez, en cette veille de rentrée, je vous souhaite de lâcher un peu la pression, de faire de la place à l'imprévu, car nous le savons bien, au fond de nous tous, l'issue de l'aventure n'est jamais certaine. Mais dans cette libre antenne, à l'aube de votre nouveau chemin, nous vous le souhaitons intense et nous sommes prêts à vous y accompagner. Alors Corentin et Thomas sont à votre écoute au 39 21 et Fabrice Fougerose règle l'antenne au son de vos voix. Vous pouvez aussi réagir en donnant votre avis par SMS au 7 39 21 précédé du mot nuit ou par mail europe1.fr ou sur la page Facebook de la libre antenne du week-end. Et puis si vous ne trouvez pas le sommeil en cette veille de rentrée, bien venez vous confier à l'antenne d'Europe 1. Nous sommes à votre écoute 39 21. Sur Europe 1, Sophie Peters vous écoute et vous accompagne. Et on retrouve Elena, avec laquelle on était juste avant les informations de minuit. Alors Elena, vous nous disiez que vous aviez plutôt connu dans votre vie des hommes, dans des relations avec des hommes dans lesquels vous étiez pas très bien traité. Et que là, vous vous posez plein de questions parce que vous êtes, alors je ne sais pas d'ailleurs depuis combien de temps, avec un homme qui a l'air d'être très bienveillant avec vous et c'est assez nouveau dans votre vie. Oui, alors ça doit faire 3-4 semaines qu'on est ensemble, mais qu'on se connaît, ça fait bien plus longtemps. D'accord, donc c'est tout jeune. Et en même temps, il n'y a pas d'urgence à décider quoi que ce soit, Elena, dans cette relation. C'est vrai. Mais à 33 ans... Ah. Je rigole. Ouais, non, le à compteur 33 ans, on a tourne. quand même... Oui, voilà, exactement. Envie d'avancer, Mais bon, étant professeur,
c'est aussi difficile au niveau des mutations parce qu'il n'est pas dans la même région que moi et c'est vrai que c'est compliqué aussi à ce niveau-là. Donc encore perdre une année, mais c'est vrai qu'il faut pas. J'ai tendance à moi à être perdre une année à ne pas être ensemble, c'est ça vous voulez dire? Voilà. C'est exactement ça. Oui, c'est mais un système de mutation qui est très complexe en fait. Mais cette année, elle peut vous permettre de vous découvrir en prenant le temps, de vous rencontrer, de tisser un lien. Et si, alors, je sais à quoi vous pensez, hein, on parle d'horloge biologique, mais peut-être d'enclencher après très vite. Mais de toute façon, quand bien même vous vivriez ensemble tout de suite, vous tomberiez pas enceinte demain. Après une relation de 3-4 semaines. Non, faut que j'apprenne à le connaître, ça c'est évident. Donc pourquoi pas apprendre à se connaître un peu à distance. Vous habitez très loin l'un de l'autre? Oui, je vais vous dire des noms de villes. Je suis à Chalon-sur-Saône et lui il est à Belfort. Oui, c'est pas la porte à côté. Oui, 2 heures de route. Pas tout à fait. Donc c'est envisageable pour les week-ends ou... Ouais. Oui, puis après, étant prof, c'est vrai que j'ai un emploi du temps assez sympathique cette année. J'ai cette chance. Donc, le vendredi après-midi, j'ai pas cours. Donc, oui, je peux effectivement y aller. On a souvent des vacances aussi. Donc, oui, c'est pas... La distance me fait pas trop peur. Même si parfois, quand j'y pense, quand même. Oui. Parce qu'on est quand même relativement fatigué. Des fois, le week-end arrive et on n'en peut plus. Mais bon, c'est bien aussi d'aller se ressourcer ailleurs et de déconnecter. Bien sûr. Si vous vous laissiez un peu le temps dans cette relation sans vouloir décider tout de suite si c'est le bon ou pas le bon, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que dans les relations sentimentales on va très vite pour se dire bien, pas bien, oui, non. C'est important de prendre un peu le temps de se découvrir, de se connaître, surtout quand on est un peu perdu comme vous, de voir ce que ça donne, quels fruits vont donner ou pas cette relation. De toute façon, si vous le quittez, c'est pour vous retrouver toute seule et être de nouveau sur les sites de rencontres. Oui, retomber dans ces travers-là, c'est sûr. Mais est-ce que j'en arrivais même à me poser la question, parce que souvent, justement, quand je m'attache à ces garçons qui sont pas très sympathiques avec moi, j'ai la sensation d'être amoureuse, mais en fait, c'est pas du tout l'amour. Et est-ce que l'amour arrive rapidement? Est-ce que l'amour met longtemps à arriver? Après, on est chacun différent, j'imagine. Mais... Vous êtes amoureuse parce qu'il y a quelque chose qui s'enclenche et qui vous dit, si un homme aussi dur pouvait m'aimer moi et tout d'un coup devenir gentil ou agréable, c'est alors que j'aurais de la valeur. Donc il y a un enjeu très fort. Donc vous êtes amoureuse de cette capacité d'amour que cet homme si difficile, qui a l'air si exigeant, si dur avec vous, pourrait vous donner. Et alors, vous seriez celle qui est digne d'être aimée. Alors que là, il n'y a pas d'enjeu, il vous l'offre. Sans effort. Vous n'avez pas d'effort à fournir. Alors du coup, vous n'arrivez pas à être amoureuse. C'est horrible. Mais on est tous comme ça, parce que finalement, les garçons qui me rejettent, je leur donne tout l'amour et long, et ils n'en veulent pas non plus. Bien sûr, c'est un jeu de dupes. Ouais, c'est affreux. Il y a un auditeur qui dit, si Léna se sent vibrer ou exister seulement lorsqu'un homme la rudoie, c'est dangereux, c'est presque pervers. Quelle chance d'avoir rencontré un homme qui vous aime comme vous êtes, sans jugement et sans brutalité. Laissez-vous guider. C'est très joli ce mot, laissez-vous guider. Si c'était lui qui guidait et pas vous. Parce que c'est ce qu'il me dit en plus. Parce que dans les autres types de relations que vous connaissiez, là où vous étiez follement amoureuse, comme vous dites, et pas eux, c'est vous qui vouliez guider. Ah bah oui, j'y arrivais absolument pas. Et c'était Bien quand sûr. eux voulaient me voir et c'était que eux, quoi. Moi, je suivais derrière. Et donc, c'est cette sensation de vouloir absolument être désiré pour être désirable. C'est si j'arrive à me faire désirer, alors je serai désirable. Là, vous l'êtes d'emblée. Alors, vous dites, zut, j'ai pas fourni d'efforts et puis celui-là, il me désire. Ça va pas? C'est louche. Ça me fait rire parce que c'est tellement ça. Mais oui. Qu'est-ce qu'on est ambigu, les êtres humains, c'est affolant. Ouais. Il y a Nini qui dit, une relation est une bonne chose car elle oblige à communiquer beaucoup plus. Ayez confiance. Est-ce qu'un homme gentil est vraiment un homme pour vous? Demande Nini. Il faudrait. Oui, il faudrait. Il y a rien qu'il faudrait. Il y a qu'est-ce que vous sentez profondément. C'est-à-dire presque aussi en termes d'apprentissage. Et c'est intéressant, tout à l'heure vous disiez, mes amis me disent non mais quitte-le, t'es pas amoureuse, et moi je me dis tiens mais il y a peut-être quelque chose d'autre caché derrière. C'est bien que vous avez au fond de vous ce sentiment un peu diffus, un peu caché, de dire mais attends, regarde plus loin, il y a quelque chose que tu n'aperçois pas encore dans le brouillard,
mais c'est suffisamment nouveau pour que ça me mérite d'être regardé, entendu. Non, mais c'est sûr, parce que j'ai conscience que ça vient un peu de ma famille, de là où je viens, donc il faut que j'en sorte, parce que je ne sortirai jamais sinon. Oui, c'est le connu, hein, la famille, c'est le connu. Ouais. Et là, vous êtes face à l'inconnu, donc vous n'avez pas vos repères. Donc votre cœur sait plus, tout est nouveau, mais ça peut justement vous amener beaucoup plus vers vous-même. Oui, non mais oui, il faut que j'incite. Il faut jamais inciter, mais il faut que je me laisse guider exactement, que je me laisse transporter. Ouais. Je vais essayer. Il faut que j'essaye. C'est aussi une question de contrôle. J'aime tout contrôler, que voilà. Je suis exigeante et que c'est tout ça aussi qu'il faut que je lâche, quoi. Alors que là, il n'y a pas à contrôler, si ? Mais non, il faudrait pas du tout. Par exemple, avec un homme comme ça, qu'est-ce que vous tentez de contrôler ? Avec un homme comme m'aime ? Oui. Qu'est-ce que je tente de contrôler ? Ben, j'ai rien à contrôler, tout est contrôlé en fait. Ça marche ? Ça marche. Ça pourrait que marcher. Ah, ça marche. Tiens, c'est intéressant. Donc, vous n'avez rien à faire. C'est ça. D'accord. Donc, quand vous n'avez rien à faire, vous savez plus quoi faire. Exactement. Mais c'est vrai en plus. D'accord. Alors que quand vous vous sentez pas suffisamment aimé, vous dites il y a plein de choses à faire. Il faut que je reprenne le contrôle. C'est ça. Et donc, je me sens tout d'un coup importante parce que j'ai un rôle à jouer dans cette relation. Exactement. Il faut que je fasse des efforts. D'accord. Là, il n'y a pas de rôle. Il y a juste à vivre. Oui. Et oui. Il y a vivre tel que vous êtes. Ouais. Tel que vous êtes vraiment. Ça peut pas vouloir ça, quoi. Ouais. Est-ce que vous ne voulez pas ça ou vous ne savez pas ? Je sais pas. Je le veux, mais oui, voilà, c'est exactement ça. Je sais pas y arriver, quoi. Oui, c'est je sais pas. Je sais pas me laisser aller, quoi. Oui. Parce que ce serait lâcher quoi, vous laisser aller ? Lâcher toutes mes exigences, finalement. Envers qui ? Envers lui ou envers vous ? Envers moi. Lesquelles, par exemple ? Des exigences de ça y est, je lui plais, donc j'ai rien à faire de plus que d'être moi. Alors que d'habitude, il faut se creuser le cerveau. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour lui plaire ? Comment ? Quelles chaussures m'acheter ? Un peu des futilités, mais comment me maquiller ? Enfin, des grosses futilités, mais arriver à lui plaire. Mais là, j'ai rien à faire. Au saut du lit, c'est bon. C'est vrai. Donc un peu déboussolé tout d'un coup, parce que justement, il y a juste à être, il n'y a pas à faire. Voilà. C'est votre être. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Et je pense, maintenant que j'y pense, c'est aussi qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour plaire à mon père, quoi, aussi. Il doit y avoir eu de ça aussi. Être bonne à l'école, devenir prof, faire du vélo. Et moi, je suis la fille à mon papa. D'accord. Donc, dans la relation avec votre père, dans l'amour de votre père, c'était en fonction de ce que vous faisiez qui vous permettait d'être aimé ou pas. Ça, vous l'avez compris très tôt. Ouais. Oui, je pense. D'accord. Donc, une relation d'amour, pour vous, c'est une relation où je fais des choses et parce que je fais des choses, on m'aime. Voilà. Pas pour ce que je suis moi à la base. Pas pour ce que je suis moi. Ça marche pas comme ça. Oui. D'accord. Ouais. Donc, si on m'aime en étant ce que je suis, ça vaut rien. Ça n'a pas de valeur. C'est pas de l'amour. Oui, parce que finalement, si on creuse, j'ai une piètre image de moi-même. Ça doit être ça. Moi, je vaux pas grand-chose, donc pourquoi on m'aimerait comme je suis ? Ça doit être ça. Ouais. Oui. Alors qu'une relation parent-enfant, c'est justement d'aimer l'enfant comme il est et comme il va devenir. Oui, mais bien sûr. Mais je pense que de la part de mes parents, c'est complètement inconscient tout ça. Bien sûr. Pas exprès ils s'en sont pas rendus compte, quoi. Mais je pense que oui, le manque de communication, tout ça, peut-être de montrer leurs sentiments, tout ça, surtout de la part de mon père, parce que ma mère non. Ça a peut-être contribué à augmenter ces sensations-là, quoi, ces sentiments. Il y a René qui dit que vous devriez parler de votre relation à votre père en thérapie. Oui. Oui, ça pourrait être très aidant pour vous. Mais en parlant de ça, ma mère a de graves... oui, je pense qu'elle a de graves problèmes, il faudrait qu'elle aussi, mais emmener mon père en psychothérapie, faire une psychothérapie familiale avec lui, c'est impossible. Non, mais de parler, voilà, de parler de votre relation avec lui. Moi, je suis sûre, oui, de toute façon, je pense que c'est bon que j'en fasse une, quoi. Parce que finalement, quand on parle, vous savez, en psy, de cette image de tuer le père, c'est tuer la symbolique de la figure du père qu'on a mis à l'intérieur de soi. Et qu'il y a une figure de père que vous avez mis à l'intérieur qui renvoie à toutes les figures d'hommes que vous rencontrez dans votre vie.
Et c'est celle-là qui est intéressante à aller regarder. Pour y introduire, une fois tuée cette figure symbolique, une fois dissipée celle-là, celle qui convient à la femme que vous êtes profondément. Oui, non, mais c'est certain. Il y a un autre message pour vous. Il faudra apprendre à garder l'amour de cet homme comme un bijou précieux. Donc, il y aura aussi à faire en étant vous-même. C'est joli, ça. C'est vrai. Parce que c'est vrai, finalement, être soi, c'est faire en sorte d'être soi. Et c'est sans doute là la plus grande difficulté qu'on a. On a toujours la tentation de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre que soi. Qu'on admire. Qu'on admire, ou on s'imagine que ce serait tellement bien si on était plus ceci ou plus cela, parce que telle personne, ça a l'air tellement mieux. C'est vrai, de ne pas être soi-même, c'est sûr. Donc on passe beaucoup de temps à essayer de ne pas être soi-même. Alors que l'enjeu, c'est d'aller vers soi et de s'accueillir, oui, bien sûr, avec ses imperfections, oui, bien sûr, oui, on n'a pas ça, on n'est pas ci, on saura peut-être jamais ça. Ouais. Mais c'est vrai, c'est ce que je disais à une amie, j'ai les imperfections sous moi-même, je ne les accepte absolument pas, mais sur les autres, limite, c'est leur charme et ça me plaît. Et ben alors, amis, etc. Et alors, pour moi, pas. Et ben servez-vous de cette tolérance que vous savez appliquer exactement envers les autres à vous-même. Oui. Ça fait du bien de vous parler. Mais écoutez, ça me fait plaisir. Yanini, elle est adorable, elle envoie comme message: votre auditrice devrait lire cette perle qui a le plaisir d'être soi. Merci Nini. Je vais noter. Oui, merci. Ouais. Elena, je pense que vous tenez là, vous avez compris que vous aviez un joli petit fil rouge là, que vous aviez quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu intéressant, d'un peu différent. Et c'est ça qui aujourd'hui doit vous guider. Laissez-vous guider par justement ce que vous ne savez pas encore. Oui, je pense que il faut que je le fasse. Et en plus, il n'y a aucune urgence, aucune urgence. Laissez-lui sa place à cet homme. Laissez-lui vous montrer ce qu'il est, justement. Lui, il a des choses à vous montrer. Il a envie de faire pour vous. Il a besoin d'avoir un peu de place auprès de vous. Il est adorable, en plus. Bon, on vous souhaite une belle rentrée, Elena. Merci. Et surtout une belle histoire d'amour. Oui, encore plus important. Avec plaisir. Tenez-nous au courant. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Sophie. Belle rentrée, Elena. Merci à tous ceux qui ont envoyé des SMS aussi. Oui, merci. Bonne rentrée à vous. Merci. Merci. Bon courage. Au revoir. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Sophie. Bienvenue. Merci de m'accueillir sur votre antenne. Oui, je crois que vous avez des gros soucis avec votre fille, m'a dit Corentin. Je voulais remercier aussi Corentin pour son accueil. Oui, j'ai des gros soucis avec ma fille aînée qui a 39 ans. Oui. Elle est divorcée. Elle a une fille de 11 ans qui rentre en sixième demain. Et elle est divorcée depuis... je sais plus. Moi, j'en ai la tête. Depuis 2009. Oui. Et elle avait réussi à avoir la garde alternée de sa fille parce que son papa, ma petite fille, n'habite pas très loin de sa maman. Oui. Et là, cette semaine, elle était chez sa maman. Enfin, ce mois d'août, elle était chez sa maman. Au mois de juillet, elle était chez son papa. Et ma fille aînée, qui a 39 ans, donc, a toujours eu, depuis l'âge de 15 ans, des amis IS plutôt qu'IES. Oui. C'est comme ça. Et là, elle a un ami du temps de son ex-mari, puisqu'elle est divorcée, qui est amoureux d'elle alors qu'il était marié déjà, et depuis qu'il est divorcé, il lui fait la cour, comme on appelait autrefois, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui. Il la drague. Du haut de 64 ans. La drague, voilà. Mais il lui a fait plusieurs fois des esclandres parce qu'il est hyper jaloux. Des amis IS qu'elle a par ailleurs. Oui. Alors qu'il n'a pas de relation avec elle, donc il n'a pas être jaloux, d'accord. Non. Et ma fille a mis ce jeune
ce jeune homme, enfin, ma fille a 39 ans, lui, il a 50 ans. Donc, cette personne, cet homme, a fait une esclandre, encore une fois de plus, ce soir chez elle. Dans sa maison où elle habite, on est en Bourgogne du Sud. Ah oui, mais moi et mes 2 filles, pas dans les mêmes villes, mais pas loin les unes des autres. Et depuis mon divorce à moi, on a toujours été très proches les unes. Mes filles ont toujours été très proches de moi et moi très proche d'elles. Donc, pour en revenir à ma nénée, elle m'a appelée en larmes tout à l'heure pour me raconter ce qui s'est passé hier soir. Et je lui ai dit, mais appelle la police. Ben oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ben oui, mais bien sûr, je sais pas quoi lui dire d'autre. Il n'a pas à débarquer chez elle et à faire un esclandre chez elle. Ah ben oui, et puis comme elle lui ouvre pas, il saute par le portillon parce qu'elle est dans une maison. Et il rentre, avant-hier, donc c'est arrivé hier, cet esclandre, et avant-hier, elle est revenue de chez une voisine. Il y avait une autre voisine qui était chez elle avec sa fille, avec ma petite fille, et cet homme était rentré chez elle, assis sur le canapé, en train de fumer, en train de regarder un DVD. Enfin, il est chez lui, chez elle. Et moi, quand vous lui dites d'appeler la police, qu'est-ce qu'elle vous répond? Elle me dit qu'elle va le faire, mais elle l'a encore pas fait. Et pourquoi vous pensez qu'elle le fait pas? Je sais pas. Parce qu'elle voudrait le garder comme ami. Mais il ne connaît pas les limites. Il ne connaît pas les limites, alors. Il est jaloux. Oui. Jaloux. Mais elle veut le garder. J'allais vous dire une expression un peu familière, si vous permettez. Jaloux comme un pou. Oui. Mais c'est donc, surtout je voulais avoir votre conseil, votre avis. C'est juste, dites-lui que c'est très illusoire de le garder comme ami. Parce que c'est comme si elle voulait le changer et que tout d'un coup, il la respecterait chez elle. Alors, il ne se comporte pas comme un ami. Pourquoi il se comporterait comme un ami demain? Non, il faut qu'elle lui mette des limites. Qu'il lui manque de respect, là. Bien sûr. Il faut qu'elle exige le respect. On l'exige pas. On ne peut pas exiger le respect si on ne vous le donne pas. Mais de lui imposer, ça, c'est sûr. Mais bon, c'est à elle de lui imposer. Elle est assistante sociale de secteur. Oui. De métier, et elle a été en longue maladie là, pour dépression suite à l'âge de 23 ans, 24 ans quand elle a été diplômée. Elle a été à l'ASE. Et je trouve qu'à 23 ans, c'était trop jeune pour assumer ce genre de fonction. Et c'est là qu'elle est tombée en dépression? Oui. Oui. Donc après, ils l'ont mutée sur le secteur sur assistante sociale de secteur. Oui. Mais elle a rechuté, enfin. Est-ce qu'elle est depuis son suivie? divorce. Oui, elle est suivie par un psychiatre une fois par mois. C'est pas suffisant, Hélène. Oui, mais alors elle est dans ce CMP et il ne peut pas la prendre. Voilà. C'est terrible ça. Oui, il n'a pas plus de rendez-vous. Est-ce qu'elle peut financer un psy en ville, enfin? Non. Non, mais moi je pourrais l'aider. Ça, ce serait bien. J'ai pas une grosse retraite, mais je m'en sors. Ouais. J'étais auxiliaire puéricultrice de métier à l'hôpital de ma ville. Pendant 40 ans, j'ai fait tous les services d'enfants, maternité, pédiatrie, néonatologie. J'ai terminé en crèche, à la crèche de la petite ville où j'habite. Bravo, hein, quelle carrière, ouais. Oui, mais malgré mon divorce, malgré beaucoup de galères, on va dire. Oui, et puis on dirait que du coup, c'est peut-être ça qui vous fait si mal aujourd'hui, c'est de voir votre fille en galère, du coup. Voilà. Mais moi, mon psy, je le connais depuis 1994, depuis le départ de mon mari. C'est à ce moment-là que je suis aussi tombée en dépression nerveuse. Et je lui en ai pas encore parlé de ça parce que j'avais d'autres choses à lui dire qui me perturbaient au mois d'août. Mais oui, je crois que... Non, mais je veux surtout pas... Mes enfants, c'est la chair de ma chair. Oui, j'entends bien. J'entends bien, Hélène. Et si on leur fait du mal, je supporte pas.
Oui, mais Hélène, par contre, maintenant que vos enfants et vos filles sont des adultes, vous pouvez évidemment pas décider de leur vie et faire à leur place. Et si malheureusement, elle a du mal à écouter vos conseils, mais au moins intervenir en lui disant qu'il faut absolument qu'elle soit suivie toutes les semaines par un psy. C'est pas une fois par mois en CMP, c'est pas suffisant. Je comprends. Mais son gros souci, c'est sa fille. Qui a 11 ans, parce qu'elle a du coup, l'esclandre qui s'est passé hier soir, elle a dit à sa maman, tu m'emmènes chez papa tout de suite, j'en ai marre d'entendre crier, d'entendre hurler, parce qu'il la traite de tous les noms. C'est ce fameux ami là ? Oui, donc... mais ça, par exemple, c'est pas un argument pour aider votre fille à être un peu plus solide par rapport à cet homme, justement, parce qu'elle engage sa fille dans cette histoire. Oui, parce que mon psy, quand je lui ai vaguement parlé que ma fille, je lui ai parlé que ma fille était suivie aussi par un autre psychiatre. Moi, c'est un psychiatre de ville qui me suit et je suis en ALD, donc voilà. Et il m'a dit... je sais plus ce que je voulais vous dire, du coup, je suis tellement perturbée. Oui, par rapport à votre petite fille, Oui. Elle l'a emmenée chez son papa. Elle a dit, tu m'emmènes chez papa tout de suite. Donc, elle l'a emmenée chez son papa et du coup, c'est son papa qui va faire sa rentrée en 6e demain matin. Enfin, ou tout à l'heure, demain matin. Lundi, le jour de la rentrée, c'est sa rentrée en 6e en plus. Mais elle a bien réagi, cette petite fille. De 11 ans. Elle est drôlement solide, elle a dit, je vais demander au juge la garde tout le temps chez papa. Et ça rend ma fille complètement malade. Quoi. Mais alors, si ça rend votre fille malade, et ça se comprend, que votre fille agisse, elle peut encore agir dans le bon sens. C'est-à-dire montrer à sa fille qu'elle est solide et responsable en ne laissant pas cet homme s'installer chez elle contre son gré. Apparemment, il ne reviendrait pas. Et ce soir, je voulais aller chez elle pour lui tenir compagnie, mais elle voulait se coucher tôt parce que demain matin, elle a un traitement pour la nuit, évidemment, pour pouvoir dormir. Elle ne le prend pas tout le temps parce qu'elle était en longue maladie, donc elle pouvait se permettre de se coucher plus tard et de se lever plus tard. Mais là, elle reprend son travail le 14 septembre. Donc, elle a un entretien avec sa chef de service. Demain à 8h30, oui, donc elle voulait être en forme. Et finalement, elle a appelé un autre ami qui lui est très cher. Et cet ami est allé vers elle, chez elle, donc moi je ne suis pas allée. Elle n'a pas voulu que je vienne. Mais au moins, elle n'est pas toute seule, quoi. Oui. Ça me rassure. Bien ça m'a rassurée. Bien sûr. Vous comprenez, Sophie ? Bien sûr. Et en même temps, Hélène, vous... craquer. Pardon ? Je ne veux pas craquer au téléphone. Oui, j'entends que vous êtes toute... Oui. Bouleversée. Oui, vous êtes toute bouleversée par ce qui est arrivé à votre fille. C'est comme un scénario noir, une répétition. J'ai l'impression que le fait que votre fille vive toutes ces épreuves, ça vous renvoie au vôtre. Oui, mon psychiatre, il m'a dit, mon papa à la retraite, il est décédé aujourd'hui, mais quand il a été à la retraite de son travail de charcutier, il est tombé en dépression. Et mon grand-père, à l'époque, on ne parlait pas de dépression, mais quand il était à l'hôpital, il a été malade de la guerre de 14. Enfin. Et donc, je me parlais à mon psychiatre, est-ce que c'est héréditaire ? Il m'a dit, il y a un terrain familial. Oui, il se peut qu'il y ait un terrain, puis il y a surtout quelque chose qui est appris dans les expériences, c'est-à-dire votre fille vous a vu vous battre, mais également quelquefois elle n'est pas bien, et on répète comme ça de façon un peu inconsciente des scénarios. Là vous êtes, elle est la plus aidante, Hélène. C'est pas forcément de faire un lien entre vos difficultés et celles de votre fille, c'est de dire à votre fille à quel point elle a la possibilité de changer le cours de son destin et de sa vie, et notamment celui de mère. C'est-à-dire, même si vous-même, Hélène, et ça se comprend, vous n'avez pas les armes personnelles pour ça, mais de dire à votre fille que vous avez la certitude qu'elle peut les avoir. Mais je n'ai pas dit à ma
Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Non, je vous en prie, Hélène, dites-moi. Je lui ai pas dit à ma fille, mais ma petite fille, elle m'a parlé. Oui. Je suis montée dans sa chambre un jour que j'étais chez elle et je lui ai dit, je veux pas dire son prénom, tu sais, mamie, elle sera toujours là pour toi. Tu peux me parler et ça restera toujours un secret entre toi et moi, ce que tu me dis. Oui. Et elle m'a dit, si ça continue comme ça, mamie, j'en ai marre, et elle s'est mise à pleurer. Je vais aller vivre chez papa, tout le temps. Mais j'ai dit, tu sais, ta maman, elle va être triste. Elle dit, oui, mais j'en ai marre d'entendre toujours crier, hurler, parce qu'il arrive, il est sourd, quoi, cet homme-là. Et ça, vous pouvez en parler à votre fille, de dire simplement, parce que votre petite fille, forcément, vous a dit, mais de dire qu'elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus de grandir dans cette atmosphère-là. C'est pas une atmosphère sécurisante pour une petite fille de 11 ans. Oui, c'est ce que j'ai dit à ma petite fille. Sans la juger, sans la juger, mais plutôt qu'elle... en fait, et si vous êtes prête, et je trouve ça vraiment formidable et très touchant, Hélène, en tant que mère, de dire, je te finance un soutien psychologique toutes les semaines pour t'aider à trouver la force pour surtout ne pas aller vers la déchéance de ses droits familiaux. Parce que c'est ça qu'elle risque au tribunal. Oui. Le problème, c'est que dans notre région, là, je peux dire la ville, c'est pas ma ville, c'est sur Mâcon, en Saône-et-Loire. Eh bien, pour trouver un psy de ville, c'est plus possible. Et le mien ne veut pas s'occuper de ma fille, étant donné qu'il s'occupe de moi. Il a raison. Éthiquement, c'est normal. Oui, je sais. Je sais ça. Et est-ce que lui ne connaît pas un confrère qui peut orienter? Demandez-lui. Que vous comprenez très bien qu'il peut percevoir votre fille, c'est tout, voilà, tout dans son éthique. Mais dites-lui, voilà, elle a vraiment besoin d'un suivi très très régulier parce qu'elle est en risque là. Dites à votre fille qu'elle est en train de courir un risque grave, qui est que sa fille peut saisir effectivement le juge aux affaires familiales. Oui. Et ça, c'est sans doute... Je lui ai dit à ma fille qu'elle pouvait donc saisir le juge aux affaires familiales, mais qu'elle pouvait, ma fille, se défendre, enfin, faire valoir son point de vue. Bien sûr, mais pour se défendre, encore, parce que si c'est sa propre fille qui demande à aller vivre chez son père, les juges vont entendre cette petite fille de 11 ans. Oui. Donc ça va être compliqué pour elle. Donc avant d'en arriver là et d'imaginer de devoir se défendre, peut-être, j'allais dire vraiment en urgence, parler à sa petite fille, dire j'ai bien conscience en fait que c'est dur ce que tu vis et voilà, moi ta mère, je m'engage à mettre fin et à prendre ma responsabilité. Vous savez, l'histoire se répète parce que ça s'est passé pour mon divorce exactement pareil. Mon ex-mari m'a cherché des ennuis qui se pendent et finalement le divorce a été connu à cet heure. Mais ma fille aînée avait 18, elles avaient 16 et 12 ans quand il est parti, mais le divorce a duré 3 ans, l'instant du divorce. Et elle avait donc 19 ans quand le divorce a été prononcé. Et ma fille de la casette, elle avait 12 ans. Elle a été entendue par le juge, par une juge qui a été... Moi, j'étais pas là, j'étais accompagnée, j'ai attendu dans le couloir, j'ai pas écouté la conversation. C'est elle qui m'a raconté après. Elle m'a dit que j'étais pas obligée d'aller chez papa si je voulais pas le voir. Il habitait très loin, sur Chambéry, et donc il est parti avec une jeunette. Et donc, elle ne voulait pas voir son papa et ça a été accordé parce qu'il fallait qu'elle prenne le train toute seule. Enfin, je veux dire que l'histoire se répète avec ma petite fille. Oui, vous avez ce sentiment que... Alors, attention, Hélène, et ça, effectivement, parlez-en avec votre psy, à ne pas justement projeter de votre histoire sur votre fille, qui, elle, ne va pas l'aider à s'approprier et à prendre sa responsabilité. Parce que même si les choses effectivement se ressemblent, la réalité n'est pas tout à fait la même. L'histoire n'est pas la même. Oui, c'est important. Bon courage à vous, Hélène. Je vous remercie beaucoup, et je vous sens Sophie. tout à fait armée pour cette bataille. La foi. Mais oui. J'ai la foi et ça m'aide énormément. Oui. Courage à vous, Hélène. Ça m'apaise.
Ouais. Vous m'apaisez, Sophie. Merci beaucoup. Merci, je vous embrasse. Bonne nuit, Hélène. Bonne Passez nuit, une bonne Sophie. nuit. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Je suis un petit peu traqueuse, alors j'espère que je vais pas trop bégayer. Oui. J'ai pas l'habitude de m'exprimer à l'antenne du tout, plus à écouter les autres. Donc bon, je me lance, tant pis. Exactement. Un début à tout, c'est la rentrée, on teste des choses nouvelles, d'accord ? Voilà, exactement. On fait des nouvelles expériences. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors, je vais essayer de commencer par le début parce qu'il y a plusieurs choses, mais on va essayer surtout de parler de deux choses importantes. Déjà, je suis atteinte d'une maladie de la vue qui s'appelle la rétinite pigmentaire, mais j'ai la chance de voir encore pas trop mal. Donc, je m'estime quand même heureuse. Mais malgré tout, je ne conduis plus. Les transports me font un petit peu peur. Et du coup, je me sens parfois un petit peu isolée, même si j'ai une grande fille qui vit avec moi, qui m'aide, etc. Mais je me sens un peu isolée, un peu dépendante des autres. Et même j'ai quelques amis, etc. Mais c'est pas toujours facile de demander aux gens toujours d'être accompagnés, etc. On a envie un peu de se débrouiller tout seul. Mais du coup, il y a des choses que j'aimerais faire et que je ne fais pas. Par exemple, juste aller dans certains magasins où il y a peu de transport, on est coincé. Du coup, c'est pas toujours facile. Souvent, les activités qu'il y a, c'est des activités qui sont le soir. Donc le soir, c'est impossible pour moi de me débrouiller puisque je vois rien du tout. À moins de s'organiser avec une amie ou un ami, oui, à deux. C'est pas toujours facile parce que les gens ont leur vie de famille. Et puis moi, j'aime pas gêner. J'ai pas envie tout le temps les enquiquiner. Alors je me dis qu'il y a peut-être des choses qui existent que je ne connais pas. Mais dans ma région, c'est pas forcément toujours évident. Donc ça, c'est une première chose. Malgré tout, j'ai quand même une grande fille qui m'aide pour plein de choses. On part un peu en vacances ensemble. Quand j'ai des courses, elle est là puisqu'on vit ensemble. Donc il n'y a pas de souci, mais c'est pas forcément évident toujours pour elle, même si elle le dit pas. Et puis elle est jeune, elle a sa vie, ses amis, ses copains. Et vos amis sont au courant de ce qui vous arrive? Oui, bien sûr. Oui, donc ils peuvent aussi proposer. Vous pouvez dire tiens, à l'occasion, vous avez peut-être des amis qui sont seuls quelquefois le soir ou qui pourraient être contents de faire quelque chose avec vous. Alors, j'ai des amis qui me rendent service plutôt en journée, pour faire des travaux, parce que je suis toute seule dans ma maison, pour faire des travaux, pour aller faire quelques courses, oui. Mais c'est vrai que le soir, les amis, ils ont leur vie de famille, leurs enfants, et c'est toujours un petit peu difficile, quoi. Puis moi, je sais que j'ai pas envie d'embêter les gens pour qu'ils viennent me chercher, qu'ils me ramènent. Mais on peut toujours proposer. Proposer, ce n'est pas embêter les gens. Ils sont assez grands pour vous dire non s'ils peuvent pas. Oui, c'est sûr. On ne force pas les autres à faire quelque chose pour soi. Donc, si quelque chose vous fait très plaisir et que c'est une bonne amie que vous connaissez bien, vous pouvez vous autoriser à dire ça me ferait plaisir si. Et puis, vous verrez bien. Oui, ce qui est plus dur, c'est quand il y a une régularité pour une activité, ce genre de choses. Mais quitte à partager peut-être une activité à deux. Oui, pourquoi pas. Parce qu'une amie sera aussi peut-être contente si c'est un cours de je sais pas quoi ou à partager ensemble. Oui, pourquoi pas. Après, j'ai vu qu'il y avait aussi des cours de chant qui se faisaient au domicile. Alors, ça permet de faire une activité. Alors, pas forcément de rencontrer du monde, mais de faire une activité. Donc, j'essaye de me renseigner un petit peu. Je ne sais pas vraiment ce qui existe. Bon, pourquoi pas. Je cherche là en ce moment. Oui, faire le tour de vos amis, parce que comme c'est la rentrée, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont le projet aussi de prendre des cours de chant. Et que si ça se trouve, si vous n'aviez pas ce problème de vue, Sylvie, je pense que vous ne vous poseriez pas toutes ces questions, vous le feriez plus naturellement. Ah, ça, c'est sûr. Ça, j'en suis sûre. Je suis persuadée que vous diriez à vos amis, tiens, moi, je prendrais bien des cours de chant, et vous, si on regardait dans la région, et si on faisait ça à plusieurs, et il y en a peut-être une qui conduit, qui a une voiture. Imaginez que vous ayez justement pas de voiture, parce que, pour X ou Y raison, mais pas du tout pour un problème de vue. Oui, peut-être, effectivement, j'oserais demander, c'est vrai. Voilà. Donc, vous vous sentez comme si c'était... alors, c'est une forme, on va dire, d'infirmité, mais avec une culpabilité de dire je peux pas m'autoriser parce que je suis un poids pour les autres, parce que je suis pas comme eux. Oui. C'est un peu cette sensation de, de poids, et puis on se sent diminuer, puisqu'avant voire de honte complètement. Le regard des autres, c'est insupportable. Et ça, c'est terrible. Ouais. Surtout que c'est venu progressivement. Donc au début, j'étais quelqu'un d'autonome, etc. Donc petit à petit, vous perdez la conduite, vous êtes moins à l'aise, vous osez moins. Et du coup, alors je ne m'isole pas complètement parce que j'ai des gens bien autour de moi, je travaille encore, etc. Donc j'ai cette chance-là, mais le regard des autres aussi n'est pas facile.
Il est d'autant moins facile que vous imaginez que c'est honteux ce qui vous arrive. Complètement. Comme on si le fabrique c'était de ma aussi. faute. Voilà, on le fabrique aussi. Comme si je devenais moins aimable et moins intéressante parce que j'ai ma vue qui a baissé. Exactement, c'est complètement ça. Ce qui n'est pas très juste. Non, c'est pas juste, mais oui. c'est Vis-à-vis difficile de vous, de c'est pas faire très sans. juste. Non, c'est pas juste. Tout à fait. Déjà, c'est pas juste d'avoir la maladie. Oui, mais ça, il n'y en a pas de justice là-dedans, malheureusement. Non, ça n'existe pas. Par contre, ce qui peut être juste, c'est la façon dont on l'accueille et dont on la regarde. Et donc, avec un peu plus de bienveillance envers vous, en accueillant ce qui vous arrive, vous serez moins dans cette colère qui vous isole. Oui, c'est vrai. Il y a de la colère et il y a de la honte. Et encore, ça fait un petit moment que je suis au courant, mais maintenant, je sens que ça me gêne un petit peu plus. Donc, c'est plus compliqué. Donc, c'est pas évident. Et puis, trouver des associations, des choses comme ça, c'est pas toujours facile. Parfois, c'est sur Paris. Et puis, j'ai pas envie de parler de la maladie. Moi, j'ai envie de parler de la vie, de choses positives. Voilà, pas de choses tristes, pas de me larmoyer sur mon sort ou ceux des autres. Donc, sans larmoyer, c'est tenir compte de cette vulnérabilité très, très neuve. Et je comprends bien ce sentiment que vous avez de vous sentir diminué, ça doit être terrible. Et on se sent honteux forcément de dire je perds. On dit d'ailleurs je perds mes moyens, ou je perds des moyens. Oui, complètement. Et on se dévalorise aussi, même si, j'ai eu un temps où je me dévalorisais plus que maintenant, mais on se dévalorise aussi. Et on fait une fixette sur cette maladie, alors qu'il y a certainement plein d'autres choses autour, mais même dans tout ce qui est relation amoureuse. Bon, moi, je suis avec quelqu'un depuis quelques années, mais je me sens pas super amoureuse, mais la personne est gentille, elle m'aide, elle me soutient. Du coup, j'ai pas envie de partir, mais j'ai pas cette fougue, etc. Alors, je me dis, de toute façon, c'est difficile de trouver... de rencontrer des personnes masculines. C'est difficile aussi qu'un homme accepte cette maladie. Vous faites une raison, comme on dit. Je sens que vous faites une raison. C'est un peu ça. Alors que c'est une personne charmante, gentille, attentive et tout. Et vous avez jamais eu... Vous avez ce sentiment d'avoir jamais été amoureuse de lui? Si. De lui, je sais pas. De lui, non. Qu'est-ce que c'est pour vous? À quoi... D'ailleurs, quels sont les ingrédients ou à quoi vous savez que vous êtes amoureuse? Justement, c'est un peu la question que je me pose en ce moment. J'ai un peu de mal, je me dis, parce que malgré tout, je suis heureuse d'échanger avec lui, de passer un peu de temps avec lui, mais j'ai l'impression que j'ai pas ce qu'on ressent, les papillons dans le ventre, comme on dit, le cœur qui s'emballe, mais peut-être qu'à mon âge, c'est plus possible, je sais pas. Non, ça, il n'y a pas d'âge, on peut. Il n'y a pas d'âge. À 80 ans, on peut encore avoir les papillons dans le ventre, il n'y a pas d'âge. Oui, ça, il n'y a pas d'âge. Mais par contre, à quoi, quand vous avez connu, vous l'avez connu dans votre vie, ce sentiment-là d'être amoureuse? Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'il y avait de différent? À quoi ça tient là dans cette relation, le fait que vous... Et comment vous êtes entrée dans cette relation sans être amoureuse? En fait, c'est surtout que la solitude me pèse beaucoup, que j'ai beaucoup de mal à vivre seule. Alors, j'ai pas forcément envie de vivre avec quelqu'un, mais d'avoir une relation régulière. Donc, c'est surtout ça, cette difficulté à vivre seule et l'envie d'échanger plein de choses avec une personne. Du coup, j'ai été sur un site de rencontre et on s'est rencontrés. Ça s'est bien passé, mais j'ai l'impression que que j'ai pas ce sentiment. Mais peut-être que je me fourvoie et que finalement, c'est... comment expliquer? Dès le début de la relation, vous vous êtes dit, ce serait bien si. Mais vous n'avez pas senti d'élan, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est peut-être un peu ça, oui. Et puis le fait que ça soit pas aussi des rencontres fortuites, je pense que c'est aussi ça. Enfin, je sais pas. C'était la première fois que c'était par Internet? Non. C'est déjà arrivé, mais j'avais rencontré plusieurs personnes où il n'y avait pas eu forcément quelque chose. Et puis, il y a quelques années, j'avais rencontré quelqu'un par ce biais-là et ça s'était bien passé. On était restés ensemble 2 ans, mais c'était quelqu'un d'assez négatif, à moitié dépressif. Et la première année, ça se passait très bien. Et puis, voyant ça, après, j'avoue que ça me tirait plus vers le bas qu'autre chose. Et j'avais pas trop... Donc, la relation a cessé, mais il y a des choses qui me plaisaient
beaucoup dans cette relation-là, mais il y en a plein d'autres qui me mettaient en difficulté et je pense que c'était pas une relation pour moi. Plus que dans la relation actuelle, il y avait des éléments qui vous attiraient plus, qui vous faisaient plus vibrer. Oui, complètement, oui. Mais je m'en veux un peu parce que je me dis, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un d'attentif, fait attention à toi, il accepte la maladie, il y en a plein d'autres qui seraient pas comme ça, et toi, ça te va pas, quoi, t'es pas amoureuse, enfin, je me dis peut-être je suis Qu'est-ce qui vous manque? Vous parliez d'éléments qu'il y avait dans une relation précédente et qu'il n'y a pas dans celle-là. Qu'est-ce que vous pensez qui vous manque? Un petit côté un peu... Déjà, on se voit pas très souvent. On se voit à peu près un week-end sur 2. Bon, on va essayer de se voir plus, mais voilà, il y a ça. C'est pas évident, ça me manque. Si ça vous manque, c'est que vous êtes attachée. Voilà, c'est pour ça que je me dis, je suis pas cohérente. Non, ambivalente. Et l'ambivalence, c'est assez féminin. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, des fois, je me dis, oh, c'est pas grave si on se voit pas. Enfin, il y a eu un temps où ça me manquait, puis maintenant, j'ai l'impression que moins. Bon. Après, qu'est-ce que... tout le côté sensuel et sexuel, je crois que ça me... C'est pas ce que je... Enfin, c'est pas ça. C'est pas ça, voilà. Oui. Peut-être un petit peu de fougue, de choses comme ça qui me manquent aussi, mais ça peut venir de moi aussi. Oui. Oui, alors c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire s'il n'est pas très sensuel et si sur le plan de la sexualité c'est pas ça, du coup vous manquez peut-être aussi d'élan et de désir. Exactement, tout à fait. Donc après ça se répond. Est-ce qu'il y a quelque chose, Sylvie, que vous pourriez faire pour vous et du coup pour la relation, sans bien sûr l'idée c'est pas de se forcer parce qu'il n'y a pas de se forcer à être amoureux, mais sur le plan de la sexualité justement, peut-être d'être un peu initiatrice, pas initiatrice de ce qui doit se passer, mais de l'amener à plus de sensualité, peut-être de lui apprendre, peut-être de le guider. Oui, c'est ce que je me suis un petit peu dit, mais j'ai l'impression du coup que j'ai moins de désir et que j'ai pas trop envie. C'est ça qui va pas, quoi. Oui, je comprends. Et en même temps, ça veut dire que vous ne pouvez désirer, et quelquefois c'est assez du point de vue de la femme, je ne désire que si je me sens désirée. Mais en même temps, j'ai aussi besoin de désirer l'homme. Lui vous désire, manifestement. Oui. Mais c'est la façon dont il vous désire ça vous parle pas, quoi. Oui, voilà, complètement. Est-ce que vous pouvez en parler avec lui de ça? J'ai du mal. Ouais. Il est ouvert à la discussion sur ce sujet-là, ou lui il croit qu'il fait tout bien et que tout est bien pour vous? Je pense pas qu'il dise qu'il fait tout bien. Je pense pas que c'est une personne comme ça. Non. Mais je pense pas que c'est facile pour lui d'en parler. Oui. Même des fois quand je demande ce qu'il apprécie, ce qu'il aime, etc., il a du mal à le dire. Mais bon, ça serait aussi à moi d'aller chercher. Mais bon, j'ai l'impression que j'ai pas tant l'envie que ça. Et du coup, ça me dérange parce que je pense qu'il attendrait que ça. Enfin, j'imagine. Parce qu'il vous plaît pas tant que ça. Il vous plaît moyen? Moyen. J'ai l'impression moyen. J'ai l'impression qu'au début, ça me faisait pas ça. Mais peut-être que j'en demande trop aussi, c'est ce que je me dis. Je me dis, t'es jamais contente. Non, parce que là, vous portez un jugement sur vous et on en revient à vos yeux. C'est que plus vous vous jugez, moins vous avancez. Donc ça va pas vous aider. Ce qui peut vous aider, c'est de vous dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut dépendre de moi et que je peux faire pour moi et donc pour lui? Et est-ce que finalement, plutôt que de vous enfermer, parce que vous allez vous en vouloir de rester dans cette relation en vous disant que c'est simplement par confort et par peur de rester dans une relation par peur de quelque chose, on n'avance pas. Alors même si aujourd'hui vous avez conscience de ça, et tant mieux parce que vous êtes dans cette honnêteté vis-à-vis de vous-même, et ça va vous aider, et il vaut mieux pas se voiler la face, mais de se dire, bon, j'ai quand même envie de construire, ou en tout cas d'être bien dans cette relation. Qu'est-ce que je peux y apporter sans me forcer? Mais qu'est-ce que je peux initier? Et surtout dans la communication. Parce qu'il n'y a qu'en parlant avec lui, même si c'est compliqué, délicat pour vous, que vous allez réussir à dénouer ces fils-là. Oui, c'est sûr. Donc ça, c'est important. C'est pas facile. Oui, mais prenez votre courage à deux mains pour parler, là. C'est vraiment important. Ouais. Mais peut-être que ça vient de moi aussi, si le désir n'est pas là, c'est pas forcément... Dans la parole, c'est certain.
Bon courage à vous, Sylvie. Merci beaucoup. S'il y a des gens qui ont des associations à proposer, Brigitte et Corentin va vous le donner hors antenne. On doit se quitter, malheureusement. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une belle nuit. À la semaine prochaine et je vous laisse en compagnie de Franck Ferrand au cœur de l'histoire.